Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux comme toujours de vous retrouver pour le début d'une nouvelle semaine d'actualité sportive sur la 91.9. Vous le savez, recevable aussi sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance, merci de commencer le nouveau mois, le mois de juillet, avec la référence sportive, la radio qui mouille le maillot. Eh bien, Dingue de Sport parle de l'Euro 2024 de football. L'Angleterre, dans la souffrance, évite finalement le piège slovaque. L'Espagne facile face à la Géorgie. On va parler de Allemagne-Espagne déjà et Suisse-Angleterre en quart à venir. Au Togo, l'on évoque l'actualité des réseaux sociaux. Les anciens joueurs togolais ont élu domicile là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent concrètement? On va essayer de comprendre. La D1 nationale de football à une journée de la fin de la saison 2023-2024. La compétition se joue finalement et maintenant au bas du tableau avec Kakadol Semassi ou encore l'AS Bina, toujours menacé par la relégation. On va en parler, la programmation de ces matchs-là qui pose des questions. Dingue de Sport de ce jour invite Grégoire Attignon, invite Angelo Folico et Moudib Falana. Merci de nous faire confiance. La mise en onde est l'affaire de Olivier Koudjo Oké. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelom. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de faire confiance à la référence sportive Radio Sport FM 100 ans. Merci de nous accompagner. Merci de commencer surtout le nouveau mois avec nous. C'est le 1er juillet. On a entamé comme ça le 7e mois de l'année. Ça va vite, hein? Angelo Folico, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Moudib Falana, merci. Pile à l'heure. Pile à l'heure, merci d'être là. C'est un plaisir. Voilà, on va commencer la semaine comme ça, commençons par parler justement de l'Euro 2024 de football. Nous aurons le temps de vous donner l'occasion de vous prononcer sur le match France-Belgique à venir. Alors, Angelo Folico, déjà, le tenant du titre a pris la porte. L'Italie battue sèchement, on peut le dire, par la Suisse. Oh, ce n'est pas une surprise, hein. Quand on rentre un peu dans l'historique de l'Euro, surtout quand on voit tout ce qu'il s'est passé en 2021, où normalement l'Euro devait se dérouler en 2020, mais à cause de Covid, décalé en 2021, on a vu que c'était une équipe qui n'était pas forcément attendue, hein, qui a été sacrée championne devant l'Angleterre sur ses propres terres. Je vais parler bien sûr des Three Lions. C'est un champion au pied d'argile? Oui, il n'y a rien à dire. Parce que le plus gros pied d'argile de cette équipe azuréenne ou italienne, c'est l'attaque. Depuis un bon bout de temps, on a du mal à trouver de véritables buteurs capables de faire la différence. On n'a plus la trempe des Pippo Inzaghi, Del Piero, Luca Toni ou encore Gilardino. Voilà, c'était des attaquants, on pourra dire, rompus à la tâche. Aujourd'hui, le sélectionneur est arrivé à cette compétition avec certes des joueurs, pas forcément Thierry Immobile, mais il y en a d'autres, Scamacca, où ça ne marque pas. Ça ne marque pas. Il a fait le tour avec pratiquement 12 attaquants, mais malheureusement, quand vous prenez les 12 réunis, ils n'atteignent même pas le nombre de buts inscrits par Olivier Giroud en équipe de France. Ça veut dire que oui, on a un véritable problème au niveau du bastion offensif du football italien. La preuve, quand vous prenez même le championnat domestique, très peu sont ceux-là qui arrivent à terminer capocannonieri. C'est plutôt les étrangers. On a vu récemment Victor Osimhen qui a fait des siennes. Lautaro Martinez. Donc, ce n'est pas pour moi une surprise que l'Italie sorte justement à cette étape de la compétition. C'est à eux maintenant d'aller travailler, d'aller chercher, d'aller prospecter, de trouver des joueurs capables de faire gagner des matchs et revenir plus fort. Peut-être, qui sait, lors du prochain mondial en 2026, oui, dans 2 ans seulement. Oui, peut-être que ça peut surprendre certains, mais l'Italie a raté, souvenez-vous, 2 Coupes du Monde de suite. Ah oui. Celle de 2018 en Russie, celle de 2022 au Qatar, mais elle est quand même championne d'Europe en titre, mais finalement renvoyée très tôt dès les 8e de finale à la maison. Oui, Angelo parlait tout à l'heure de cette culture offensive.
absente au niveau de cette formation de l'Italie. Mais il faut aussi souligner le fait qu'il y a une tendance, cette tendance défensive. On parle de cadenaccio. Ça existe toujours? Non, ça tend à disparaître, justement, c'est ce que j'ai envie de souligner. Ça tend à disparaître. On ne voit plus cette équipe tacticienne qui s'est fermée les trous, qui s'est bouché les trous. Et c'est une équipe qui évolue peut-être, en tout cas, qui se laisse trop à l'adversaire. Et vous allez voir qu'ils ont fait les frais. Et contre qui? Contre cette équipe suisse, très solide au niveau de tous les compartiments. En tout cas, c'est une très belle équipe, assez équilibré qui a donné vraiment du fil à retordre à cette équipe italienne. Oui, Grégoire Ratignon, il y a beaucoup de sélections qui ont souffert sur ce premier tour. Même la France qui n'a pu terminer première de son groupe, l'Angleterre, mais a souffert. Il a fallu attendre les derniers instants, les temps additionnels pour que Jude Bellingham et Harry Kane puissent sauver le royaume. Oui, l'Angleterre a véritablement souffert hier face donc à la Slovaquie, qui est d'ailleurs la première à marquer dès la 25e minute. L'Angleterre a couru derrière ce but pendant longtemps. C'est dans les derniers instants, comme vous venez de le dire, l'arbitre a montré 6 minutes de temps additionnel et c'est pratiquement dans les dernières secondes de cette rencontre que cette remise en jeu a été effectuée. Et puis l'intervention de Jude Bellingham pour permettre à l'Angleterre d'arracher d'abord l'égalisation et de s'offrir donc les prolongations. Et justement donc dans cette prolongation, tout au début donc de cette prolongation, le capitaine Harry Kane a libéré donc cette équipe, mais ça n'a pas été facile. Et puis tout ça explique également le parcours de cette équipe lors du premier tour. C'est une équipe anglaise qui a également souffert, qui n'a pas marqué beaucoup de buts, je crois 2 buts donc dans cette compétition lors de ce premier tour accroché par le Danemark et puis la République tchèque. Cette équipe a souffert énormément lors de ce premier tour avant donc de se qualifier. On a encore vu cela, mais c'est vrai que en huitième de finale, il faut forcément un vainqueur, et donc c'est ça qui a finalement permis à l'Angleterre d'obtenir sa qualification. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de petite équipe qui est donc arrivée à cette compétition. Quand on voit ces équipes-là qui sont arrivées jusqu'en huitième de finale, il faut dire que chaque équipe avait cette envie-là de faire quelque chose. Même la Géorgie, même si elle a été balayée par l'Espagne 4-1, ce n'était pas aussi facile pour les Espagnols hier. Oui, les Three Lions Angelo n'arrivent pas à convaincre au-delà de la qualité des joueurs qui composent leur effectif, mais ils ont du mal. Il a fallu même le voir sur ce match contre la Slovaquie. Il y a un aspect peut-être qu'on ne relève pas assez. Les joueurs sont cramés. Fatigués. Très fatigués. Ouais. Surtout les meilleurs, ceux qui sont souvent titulaires dans leur club. Qui jouent au moins 80 matchs par saison. Allez comprendre quelque chose. Même les machines, à un moment donné, quelle que soit leur puissance, à un moment donné, quoi, il y a les fils électriques, voilà, qui se coupent, voilà, il y a un court-circuit, et derrière, ça ne marche plus. Donc, à un moment donné, reconnaissons également qu'on n'assiste pas à un Euro de haute qualité. Hein. Les matchs ne sont pas de très, très grande intensité, et ça se comprend, parce qu'on a lâché tellement de muscles, voilà, d'énergie dans tout ce qui s'est passé durant la saison. Vous notez tout à l'heure le cas de l'Angleterre, Jude Bellingham, on a vu, il a fait une saison extraordinaire avec le Real Madrid. Mais que se passe-t-il avec la sélection? Quelque part, oui, c'est des matchs de trop. Harry Kane, on l'a vu avec le Bayern, n'en parlons pas. Mais au même moment, on l'a vu que ces deux messieurs ont tout fait pour sauver l'Angleterre. Je suis un peu surpris de voir, en tout cas, l'Angleterre ne pas dominer outrageusement ses adversaires quand on voit la qualité, en tout cas, de ces joueurs pris de façon individuelle. Walker, Foden, Jude Bellingham, Harry Kane et que sais-je encore. Mais je le dis, je le répète encore, il faut mettre un peu de bémol dans tout ça parce qu'à un moment donné, les joueurs sont tellement fatigués, tellement rincés. Voilà pourquoi... face à la Géorgie, ça a été très très difficile pour les Three Lions, mais on a également eu une belle équipe géorgienne. Pardon, oui, la Géorgie c'était face à l'Espagne. Oui. Bon, ça montre en suffisance que des sélections où on n'a pas forcément de grands joueurs, oui, il y a la motivation, la détermination de faire mieux. La Slovaquie l'a démontré avec voilà tout ce qu'on a vu, mais à l'arrivée, les grandes nations restent les grandes nations. L'Angleterre est passée par le trou de souris. Le plus dur encore reste à venir. Oui, la Furia Roja aussi est passée. Elle a été menée, mais elle a su réagir. Voilà, l'Espagne qui, on va dire,
met fin au rêve géorgien. Première participation à l'Euro, 8e de finale déjà. Le reste, c'est du bonus. Ils n'ont pas à rougir, les Géorgiens. Oui, tout à fait. On a trouvé une équipe de la Géorgie très combative. Vous savez, ils ont cette culture de l'Europe de l'Est, très combative dans le jeu. Et sur l'ensemble de leur compétition, comme vous l'avez si bien souligné, ils n'ont pas démérité. Et l'avenir sera plus radieux. Forcément, c'est ce que dit également Willy Sagnol, qui conduit cette équipe depuis plusieurs années déjà. Et l'on s'attend, Angelo, à un choc, un quart de finale déjà, Allemagne-Espagne. Oui, les Ibères contre les Allemands. Je vois une équipe d'Espagne assez intéressante. Ça me rappelle l'Espagne des années 2010, 12, 14, 2016. Oui, qui avait gagné l'Euro 2008, qui a gagné la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2012. Vous avez tout dit, ça joue beaucoup plus dans la verticalité avec 2 flèches sur les côtés. Vous avez Lamine Yamal, le plus jeune joueur de la compétition, et puis de l'autre côté, un certain Nicolo Williams. Face à l'Allemagne qui est à la maison, je me dis l'Espagne va jouer comme d'habitude, va chercher à être patient, à garder le ballon, mais au même moment, ce qui me plaît au niveau de l'Allemagne, c'est qu'aujourd'hui ils sont en quart de finale de leur Euro. Moi je ne les voyais même pas en quart de finale. C'est une première depuis 2016. Voilà, aller chercher dans les chiffres. Nagelsmann, on a vu l'effectif qu'il avait sous la main, tout ce qu'il y avait comme organisation, l'environnement au sein même de la Fédération allemande de football. Et là, on les sent, je peux dire, impliqués, intéressés par la compétition à domicile. La presse est moins tatillonne. Et là, on comprend que tout le peuple est derrière, justement, Toni Kroos et ses partenaires. Ce serait bien de voir Jamal Moussiala encore aller plus loin dans la compétition. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. C'est un véritable choc. L'autre choc également, c'est France à Belgique, mais de toutes les façons. Angleterre-Suisse déjà. Oui, pourquoi pas, mais Allemagne, Espagne, je préfère voir l'Espagne continuer l'aventure. Oui, Grégoire Attignon, les deux sélections aiment avoir la possession du ballon. Qu'est-ce qu'il va se passer selon vous ? Ça va être beaucoup plus tactique parce que les deux équipes vont évoluer dans le même système, le 4-3-3. C'est le système que l'Allemagne adopte depuis le début de cette compétition, tout comme l'Espagne. Quand on prend un tout petit peu ce match-là, ça va être également une bataille de milieu de terrain. Avec, quand on prend l'Espagne avec ses milieux de terrain, également l'Allemagne, où il y a Gundogan, Toni Kroos ou encore d'autres joueurs, ça va beaucoup plus se jouer. Mais quand on voit un tout petit peu les attaquants, oui, l'Allemagne a démarré fort, mais c'est une équipe qui a régressé un tout petit peu lors de la phase de poule. En 8e de finale, c'est une équipe qui a également souffert avant, face au Danemark, avant justement donc, de se qualifier. Et alors qu'au même moment, quand vous voyez un peu cette équipe espagnole, ça marque beaucoup de buts dans cette compétition. Je crois que ça va être beaucoup plus tactique, ce match-là, entre l'Allemagne et l'Espagne, mais c'est un match couperet et forcément donc il faut avoir un vainqueur. L'Allemagne est à domicile, mais attention, il y a une très très bonne équipe espagnole quand même. Oui, Julian Nagelsmann contre Luis de la Fuente, c'est ça, non? Oui. On verra bien ce qu'il va se passer. Et ce match également entre la Suisse qui vient sans complexe, qui joue son football, qui a renvoyé le tenant du titre à la maison, les Vargas, les Lendoy, les Brillembolo, face à Jude Bellingham, Harry Kane, en quart de finale. Mon coup de cœur sur cette compétition, c'est forcément la Suisse. Parce que la Suisse, c'est une formation qui s'est souvent présentée en outsider sur les campagnes européennes, et peut-être un peu trop juste, mais au fil du temps, on assiste à une équipe qui développe un très bon football, très solide, et sincèrement, il faut mettre une pièce sur cette équipe qui peut créer la surprise. Très bien, on attend de voir les auditeurs. Vous aurez le temps d'ici la fin de pouvoir vous prononcer sur le match qui vient entre Big Rome, attendu par la défense française, Saliba et puis Upamecano. Romelu Lukaku, 1m91. 90 kilos, voire un peu plus. C'est un monstre pour les jeunes défenseurs français. On verra bien. D'ici là, vous allez pouvoir donner vos pronostics sur ce match-là. On marque un arrêt.
Et on va parler un peu natation avec les dernières activités de la Fédération togolaise de la discipline et de sauvetage. Le week-end, c'était le championnat national et au niveau des messieurs, c'est bien Patrick Achou Amegachi qui a été le meilleur. Patrick Achou Amegachi au niveau des jeunes messieurs qui gagnent la timbale. Je suis très ému, je suis content d'abord de participer au championnat qui s'est bien déroulé. Je remercie l'organisation et surtout le président d'avoir donné l'opportunité à nous les nageurs de participer et de montrer ce que nous faisons à l'entraînement. Cela c'est bel et bien prouvé qu'on fait l'effort, on s'entraîne et voilà. Je ne dirais pas que ça a été facile mais on s'est débrouillé. Pour moi, il faut pratiquer les techniques de nage et mettre de l'endurance. Voilà, c'est ma technique. Ces titres représentent quoi pour Amegachi? C'est une fierté pour moi d'avoir gagné encore ces genres de trophées. Tout d'abord, je remercie mon équipe qui m'ont soutenu et tout le monde qui était là, les parents et autres. Je les remercie. C'est grâce à eux aussi. On a de l'argent en nous et on a pu faire ce qu'on pouvait faire pour arriver jusque-là. Voilà, Patrick Achou Amegachi qui a nagé plus vite que les autres dans le tableau féminin. C'est bien grâce Solim. Voilà. J'étais contente, mais j'étais un peu nerveuse là où j'étais la troisième et j'aimerais améliorer mes performances dans ce que j'étais à la troisième. Je m'étais donné moi-même du courage et je me suis dit que je peux y arriver. Et puis mes parents aussi m'avaient encouragé et puis j'ai pu y arriver. Cette médaille que tu portes pour aujourd'hui représente quoi ou bien signifie quoi pour Chris? Ça représente la natation que j'ai fait et j'ai gagné les prix. Est-ce que tu as des ambitions pour le futur? Oui, j'aimerais voyager dans les pays internationaux et être la meilleure. Voilà, pourquoi pas devenir la Kati Ledecky du Togo, celle-là qui a gagné tellement de médailles au niveau mondial et au niveau des Jeux Olympiques, on va dire. Voilà, vous y étiez, Grégoire. C'était des nageurs enthousiastes. Vous avez remarqué des gens qui ont envie d'apprendre, d'évoluer. Oui, mais quand vous voyez un peu donc, dans les différentes épreuves, dans cette compétition a été un tout petit peu... Cette année, on peut dire que oui, véritablement, il y a ça parce qu'il y a eu véritablement de la concurrence dans l'eau où les victoires n'étaient pas aussi comme ça. Il y a eu une bagarre. Il va falloir batailler. Il a fallu batailler. Oui, il a fallu donc batailler, que ce soit chez les garçons ou encore chez les filles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces épreuves-là, c'est pour toutes les catégories. Même il y a les plus petits également qui participent. Et donc, je crois que c'est ça. Moi, ce qui me plaît dans cette discipline, c'est la régularité des compétitions. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on arrive à organiser des compétitions, ce qui ne se faisait pas avant. Je crois que du côté de la natation, on intéresse beaucoup plus les enfants à plus de compétitions. Ça fait que les clubs, il y a aujourd'hui beaucoup de clubs, on parle de 16 clubs en tout affiliés donc à la fédération. C'est vrai qu'il faut beaucoup plus, mais je crois que c'est le travail régulier qui se fait par la fédération qui fait qu'aujourd'hui on atteint ces objectifs dans cette discipline. Oui, la Fédération togolaise de natation et de sauvetage qui a organisé sa compétition 2024 pour définir les meilleurs. Beaucoup de jeunes qui ont envie d'être sur la trace, pourquoi pas, de Giordano Daou, Adel Gaïtou, Maria Menou. C'est les meilleurs actuellement au Togo. Et plus loin, pourquoi pas ressembler un jour à Michael Phelps, le retraité qui a le plus médaillé au niveau des Jeux Olympiques, ou bien Yann Thorpe, l'Australien, qui également était très très fort. Oui, c'est bien de donner l'occasion, Angelo, aux jeunes, des gens qui ont envie de s'amuser dans l'eau, de nager et de devenir, pourquoi pas, grand demain. Lorsqu'on est président de fédération et qu'on a autour de soi des compétences, je pense que le minimum, j'estime, c'est de pouvoir mettre en place un véritable calendrier, une planification, même s'il n'y a pas les moyens comme il se doit pour accompagner tout ça, mais de toutes les manières, Daou et son nana fait ce qu'il faut. On sent que c'est un homme de vision, un homme compétent, un homme qui a de l'ambition. Et grâce à son carnet d'adresses et en même temps la disponibilité, la volonté de ses collaborateurs arrive à chaque fois non seulement à organiser des compétitions pour les athlètes, parce que ça c'est très très important,
vous écoutez la petite tout à l'heure, moi, ça m'a donné des fourmis dans les jambes. C'est-à-dire que vous sentez que cette petite-là, dans 20 ans, elle aura toujours pour passion la natation. Ouais. Et son plus grand rêve, c'est d'arriver à s'imposer à l'international. Mais tout ça passe par des compétitions d'abord au plan domestique. Petit à petit, il va avoir des stages, se frotter à des grands, que ce soit dans la sous-région, même sur le continent, et arriver à être meilleur. Et là, c'est un rêve que l'on doit nourrir à tous les niveaux. En plus de ça, on remarque également qu'au niveau de la FETONAS, il y a des stages avec des experts qui viennent de l'extérieur pour apporter ce qu'ils savent faire au nôtre ici. Et le tout, en tout cas pris, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut continuer dans ce sens-là. Là où je vais encore exhorter la FETONAS, c'est d'arriver à l'intérieur du pays également à intéresser d'autres athlètes, parce qu'il n'y a pas que d'autres sports, il y a également la natation. Moi, c'est ce qui me plaît dans la vie, c'est que tout le monde ne peut pas aimer la même chose. Il y a certains qui aiment l'athlétisme, d'autres, voilà, le tennis. Et il y a d'autres également, pour eux, c'est le bassin ou rien. Et donc, il faut arriver à intéresser également ces nageurs-là à l'intérieur du pays, histoire de les voir beaucoup plus éclore pour la beauté et la fierté du Togo. Voilà, justement, on a parlé la natation. On revient dans quelques instants pour parler football. D'abord, l'actualité des réseaux sociaux, ce n'est plus un secret pour personne. Les anciens joueurs ont élu domicile là-bas, les anciens éperviers. Ouais, qui pour dire si, qui pour dire ça, qui pour dire que oui, celui-ci a fait ci, qui pour dire oui, moi je suis ci, l'autre ne l'est pas. On ne comprend plus rien au moment où l'équipe nationale est en train de sombrer. Et oui, abandonné par son ancien patron, désormais, Paulo Duarte. On ne voit pas les anciens joueurs apporter des solutions, plutôt. C'est d'aller, on va dire, s'envoyer des choses sur les réseaux sociaux. Moudib Falana, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de cette situation? On a vu Adebayor parler et Améou Komla est derrière. Et dernièrement, c'est Chérif Touré qu'on ne voit pratiquement jamais, qui a appris à être sur les réseaux sociaux et qui a dit également des choses. Que dites-vous? Alors, Franck, oui. Lorsque j'analyse un peu la situation et quand je vois les différentes sorties, vous avez parlé de Kodovi Basile, Emmanuel Adebayor, Améou Komla et tout dernièrement Chérif Touré. D'abord, le premier constat, c'est que c'est quand même des personnes responsables, âgées, mais ils sont aujourd'hui encore très jeunes parce qu'ils ont pratiqué du sport de haut niveau peut-être. Et toute cette énergie n'est pas utilisée à bon escient. C'est vrai, eux-mêmes, ils ont déplacé le débat sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de laver le linge sale en public. C'est un peu dommage, mais si ça peut permettre de crever l'abcès et de savoir ce qui s'est passé réellement et de limiter les responsabilités, je pense qu'on peut en prendre conscience et savoir là où orienter la barque. Maintenant, si vous allez dans le fond même en tout cas de leur sortie, on voit que la sortie de Chérif Touré peut-être vient équilibrer les choses parce que bien avant ça, c'était des sorties pour ne rien dire. C'était des sorties pour dire qu'on est le meilleur, qu'on a fait tel club, que voilà, on a été acolyte de telle personne. Mais aujourd'hui, la sortie de Chérif Touré vient équilibrer un peu les débats parce qu'il a parlé. Est-ce qu'il a dit quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il ne s'est pas contredit dans ce qu'il dit à un certain moment donné? Il s'est mélangé un peu les pinceaux selon beaucoup de personnes. Oui, c'est ça, mais quand même, ça nous permet de... En tout cas, parce que Chérif Touré, c'est celui qui a osé peut-être dire à Chéhi un certain nombre de choses en face. Et quand on connaît un peu l'homme, Chéhi, en tout cas, c'est la figure emblématique du football togolais. Mais Chéhi, qui s'est invité premièrement sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la bonne méthode. Maintenant, derrière, Chérif Touré aussi, il y a eu en tout cas des écarts de langage, des choses qu'il ne faut pas forcément dire sur les réseaux sociaux. Il revient aux décideurs maintenant de situer les responsabilités parce que ça ne doit pas continuer. La fédération, bien évidemment, de situer les responsabilités parce que si ça continue, c'est une mauvaise publicité pour le football togolais. Grégoire Attignon, quelle lecture, vous, à votre niveau, faites-vous de cette situation? Moi, personnellement, sans vous mentir, c'est un sujet qui ne m'a jamais intéressé. Ça ne m'a jamais... D'ailleurs, moi, je n'ai même pas eu mon temps d'écouter quoi que ce soit ou qui que ce soit. Je lis certaines choses, mais moi, je me dis que
pour des gens qui disent qu'ils ont servi ce pays, à un moment donné, ils doivent être responsables de ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je dis que ce qu'ils sont en train de faire actuellement sur les réseaux sociaux, ça apporte quoi d'intérêt à notre pays? Ça apporte quoi de bénéfice au football togolais? Aujourd'hui, le football togolais se cherche. Voilà que ça fait des années, nous n'avons plus participé à des Coupes d'Afrique des Nations. Mais on ne cherche pas une solution pour essayer de permettre à l'équipe nationale togolaise de retrouver une Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est de se chamailler, de se raconter des choses. Moi, ce qui me plaît, c'est que on indexe certains, mais jusqu'à présent, ces personnes-là ne sont jamais montées sur les réseaux sociaux ou encore... Comme qui? Kader Koukbaja, Oui. Serge Akapo, vous n'allez jamais les écouter réagir par rapport à ce qui se passe. C'est pourquoi moi je dis que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, mais moi je crois que ce que je voudrais dire, ceux qui le font, s'ils ont un intérêt par rapport à ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, je me dis que c'est leur affaire. Et là, parce que je me dis, nous voulons donner des responsabilités à ces gens-là, et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, je suis désolé de le dire, le Togo n'a pas besoin de ces gens-là pour redresser notre football, sincèrement. Très bien, Angelo Forikoé, à votre niveau. Je vous vois sourire. Vous avez certainement des choses à dire. Oh, Franck, oui. C'est désolant. Mais ça, quand ça arrive, je dis c'est aussi bien. Ça montre à suffisance combien de fois l'environnement du football togolais est pourri, jusqu'aux os. Aujourd'hui, quand je prends le temps d'écouter toutes ces personnalités, moi je les appelle personnalités parce qu'après tout, ce sont des références. Tout ce qu'ils racontent, tout ce à quoi ils font allusion, ne parle que du passé et non du présent des éperviers, et non même du futur. Parce qu'après tout, nous avons tellement de problèmes au niveau de notre football, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et toutes ces personnes-là aujourd'hui n'apportent aucune solution à ce cancer-là qui ronge notre football. C'est en cela, s'il est possible, parce que là, il faut taper du poing sur la table. Il est vrai qu'on est dans un pays où on a la liberté d'expression, mais après tout, le football est régi par le ministère, la fédération. À un moment donné, prenons notre bâton de pèlerin, appelons ces personnalités-là, asseyons-nous, retrouvons-nous dans une salle et discutons justement en faisant table rase. Parce qu'à cette allure, je dis bien à cette allure, nous fonçons droit dans le mur. Vous pensez aujourd'hui que la fédération devrait peut-être les appeler, le ministère peut-être les appeler à Adebayor, Daré, Améou, Kader, tout ce monde-là, et les faire asseoir, parler avec eux. Par exemple, quand j'écoute Chérif Touré qui dit Daré, lui, ne peut jamais être entraîneur, sélectionneur, parce qu'il n'a pas le niveau, c'est-à-dire niveau psychologique, où il n'est pas prêt pour entraîner cette équipe parce qu'il a des comportements qui... voilà, c'est ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire entre ces joueurs-là. Il y en a qui ont gardé des dents les uns contre les autres. Chérif Touré qui dit, moi je ne parle plus avec Agassa depuis très longtemps. La fédération, j'en suis très loin, mais au même moment, il demande à Adebayor d'aller demander pardon. Mais ça ne se comprend pas. C'est une véritable salade pour ajouter à ce que vous venez de dérouler comme chapelet. Il y a Adebayor qui a accordé une longue interview au site Afrique Foot, et quand vous lisez entre les lignes, il dit clairement qu'on lui a interdit, lui, Adebayor, d'approcher les jeunes joueurs de la sélection. Et pourquoi on lui fait ça? Il ne comprend pas, il est frustré, vous le connaissez, nous connaissons tous le personnage. Donc je me dis, oui, tout ce qui se passe là, ça montre encore une fois que on s'amuse. On s'amuse, pendant ce temps, les autres travaillent, les autres avancent. Ne serons pas étonnés que le Bénin et d'autres sélections soient encore devant le Togo dans les années à venir, alors que... Le tirage au sort pour la prochaine... C'est le 4 juillet. C'est le 4. On parle du 4 juillet. Oui, dans 3 jours. Dans 3 jours. Et personne n'en parle. Pour chuter en disant simplement, je pense encore une fois, je le dis, je le répète, qu'il faut rassembler toutes ces personnalités-là et vraiment leur donner, si possible, une responsabilité. Oui, je voyais tout à l'heure Grégoire qui n'était pas forcément d'accord par rapport à ce qu'il présente aujourd'hui, mais je suis sûr, je suis convaincu que si jamais on arrive à faire table rase et à se parler de façon franche, à cœur ouvert,
ces personnes-là aujourd'hui qui sont en guerre vont se retrouver dans un collège de anciens footballeurs et permettre à ce que le Togo retrouve son embellie d'antan. Je l'espère, je dis bien je l'espère. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est à ce rôle-là qu'on les veut. Et non dans ce qu'ils sont en train de faire actuellement sur les réseaux sociaux. Vous vouliez ajouter quelque chose, je le Moudib? disais tout à l'heure qu'on risque d'aller droit dans le mur. On est dans le mur déjà. Mais on est dans le mur. On est déjà dans le mur, oui, voulez-vous dire. Ça c'est clair. À voir en tout cas ce que présente le football togolais aujourd'hui, sincèrement, Franck, nous sommes complètement à terre. Maintenant, comme on le dit, il revient aux premiers décideurs de ce football-là d'appeler tous ces acteurs parce qu'on est arrivé à comprendre que les gens ont envie de vider leur sac et c'est ce qui se passe actuellement. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si on peut crever l'abcès et penser la plaie totalement, c'est aussi une bonne chose pour le football togolais. Mais on attend ce leader-là qui est capable de taper du poing sur la table, de rassembler tous les acteurs et de trouver une solution durable pour ce football. Franck, oui, c'est vrai qu'il faut que les décideurs, mais ça va être difficile. Moi, je ne vois pas la Fédération togolaise de football tenter de rassembler qui que ce soit. C'est pas impossible. Ça va être compliqué. Il faut essayer. Peut-être le ministère le ministère peut le faire, mais la fédération, ça va être un peu difficile. Et puis, dans une société où c'est le moi qui domine, où c'est le moi, oui, c'est moi, ça ne peut pas marcher, Franck. Angelo a parlé d'un collège d'anciens joueurs. Le moi va encore dominer là-bas. Et là, ça ne peut pas marcher. Nous parlons du football togolais. Et quand ça le moi, je me dis que ces gens-là qui se mettent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais il faut quand même reconnaître que quelque part, le Togo leur a fait également quelque chose. Le Togo leur a fait également quelque chose. Ils disent que le Togo, ils ont fait pour le Togo, oui, mais le Togo également, le Togo, notre pays, a fait également pour ses anciens joueurs. Il va falloir qu'ils le reconnaissent et respecter également ce pays avant d'aller s'étaler sur les réseaux sociaux et déverser tout ce qu'ils ont sur le cœur. Je me dis que si vous avez un problème avec telle personne, il y a des autorités dans ce pays, il y a la fédération, on pouvait même s'approcher et on peut organiser quelque chose. Mais dans l'allure où les choses vont, je me dis que ça va être difficile, très difficile, même pour la fédération, de rassembler ces anciens joueurs. Vous pensez que c'est le ministère peut-être qui doit prendre le devant et appeler ces personnes-là? Pourquoi pas? Ils sont quand même des enfants. Aujourd'hui, il y a l'association des anciens footballeurs du Togo. Voilà. Est-ce que demander si ces joueurs-là, aujourd'hui, font même partie de cette association? Il y en a qui en font partie. Est-ce qu'ils sont membres de cette association? Ça veut dire qu'il y a des problèmes. En principe, ça doit passer par là. Très bien. On marque la pause. Le temps pour nous de revenir parler de la D1 nationale de football saison 2023-2024 qui est très proche de la fin. Et merci de nous suivre. Et il n'y a plus rien à faire au sommet, en haut du tableau, au classement, puisque le championnat se joue actuellement en bas de tableau. Là-bas, il y a la mort, comme il l'a dit il y a quelques jours, Lambert Yao Amani, qui a dit oui, on est déjà champion, mais on ne va pas vendanger, on ne va pas galvauder les matchs. Mais ça a commencé déjà, l'ASCO qui s'est fait battre par l'AS Bina, peut-être de façon inconsciente, qui sait. Et la programmation des matchs également pose problème, puisqu'il y a 3 clubs qui sont directement concernés. C'est Massi, AS Bina, Kakadel, Bikentier, Dito, on le sait déjà. Ils sont déjà condamnés, mais ces 3 ont besoin de prendre des points pour espérer. Et là, mais les matchs ne sont pas programmés comme il se doit. Vous pensez? Oui, c'est ce que moi je constate. Et il y a Kakadel qui joue cet après-midi, alors que les deux autres ont déjà joué. Semassi a joué samedi, AS Bina a joué dimanche et Kakadel joue aujourd'hui. Vous voyez un peu le classement. AS Bina et Semassi ont gagné, ce qui veut dire que ce qui oblige également Kakadel à tout faire pour gagner son match. Sinon, c'est la zone rouge. Sinon, c'est la zone rouge. Vous voyez un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, oui, quand on prend, ce n'est plus les confrontations directes qui comptent beaucoup plus. Mais je crois que si on programmait les matchs simultanément, ça devait être mieux négocié. Mais aujourd'hui, à l'allure, nous voyons les choses. Je l'ai dit, Kakadel fera tout pour battre Espoir, pour espérer donc dépasser les deux autres, parce qu'il reste une journée. Et là, vous voyez un peu comment ça se passe. Mais ce qu'il y a, c'est que tous ces clubs ont leur destin dans leurs propres mains.
vous gagnez vos matchs et vous êtes sauvés. C'est un peu la situation qui se présente aujourd'hui. Je crois que Semassi avait l'opportunité de quitter un tout petit peu cette zone si Semassi avait gagné ces deux avant-matchs, le match contre ses adversaires directs, l'AS Bina et Kakadel. Malheureusement, Semassi n'a pas gagné ces matchs-là avec des matchs nuls. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la situation se présente telle. Maintenant, il reste une journée, en entendant bien sûr le score du match de Kakadel, tout le monde se tient la tête. Oui, Angelo, vous pensez que c'est une façon d'ouvrir la porte aux négociations dans les coulisses, à la corruption? Les négociations ont toujours fait partie des compétitions à tous les niveaux, même là où c'est mieux organisé. Oui, à un moment donné, dans les couloirs, dans les bureaux feutrés, ça discute entre un président, voilà, entre le directeur de match, le directeur de compétition, le corps arbitral, même si on n'a pas les preuves, mais on sent qu'à un moment donné, il y a des choses qui se négocient. Soit tout ça, c'est des monnaies voilà, sonnantes et trébuchantes, ou tout ce que vous voulez, ou d'autres promesses ailleurs. Je me souviens très bien, Amani, justement, puisqu'on lui avait posé la question lors de la 28e journée au soir du sacre, il disait qu'ils ne vont pas bazarder les matchs ni fausser la compétition de la première division. Moi, je le crois, je le prends au mot. C'est vous qui lui avez posé les questions, d'ailleurs. Et si l'AS Bina va gagner face à Asco, qui plus est Asco à domicile, je m'interroge. Je n'ai pas de preuves pour parler de corruption vis-à-vis de l'un ou de l'autre, mais juste prendre les contingences réelles. Quand on prend lors de la phase allée, je pense que c'est Doumbé qui avait fait chuter Asco lors de la 3e ou 4e journée, si je ne me trompe pas. Doumbé a pris 4 points face à Asco. Voilà. Ça, on peut comprendre ça, que sur un match de football, ça peut arriver. Le leader intouchable, incontesté, on peut le battre, on peut faire match nul avec. Mais là, la réalité, c'est qu'on est pratiquement à la fin du championnat, où l'AS Bina a besoin de points. L'AS Bina nourrit l'ambition de se maintenir. Pendant ce temps, Asco est déjà champion, ne joue plus rien. Asco peut perdre ses 2 derniers matchs. Personne ne crierait un scandale. Mais aussi, Amani disait entre-temps, dans la même interview, comme quoi il y a des promesses faites par le président. Ils ont des primes à gagner sur des matchs. C'est-à-dire que peut-être sur 30 journées, si vous gagnez 28 matchs, vous avez votre prime. Ou bien sûr, les 2 derniers matchs, vous gagnez, vous avez des primes. Donc je me dis que normalement, à ce niveau-là, l'ambition devait être de même. Mais quand vous considérez également le 11 qui a joué contre l'AS Bina, vous vous posez des questions. Pourquoi tous les joueurs qu'on a l'habitude de voir, Enoch Kekwea, Obode Sabour, Womedove. Il a tenté de l'expliquer. On les repose. Titulaire face à l'AS Bina. Il a tenté de l'expliquer voilà. dans son interview. Oui. Il dit comme quoi ça fait longtemps. Les joueurs ont joué beaucoup de matchs depuis pratiquement un an. Il faut qu'il se repose. 3 jours que le championnat a été programmé. Asco a commencé ses préparatifs depuis. Donc il faut essayer de faire reposer certains joueurs. Surtout qu'on n'a pas aussi un effectif assez intéressant. Donc il faut reposer certains joueurs et le faire jouer. Bon, c'est également son avis. Son avis, oui. Oui, justement. Et on le respecte. Pour terminer mon analyse, le deuxième point qui m'intéresse, c'est le cas Semassi. Parce que là, Semassi, personne, en tout cas, dans le giron du football togolais, je ne vois pas. Ça fait rire Grégoire. Ce serait compliqué, même difficile de voir Semassi aller en 2e division. Pour beaucoup, ça ne va pas bien sonner. Mais nous sommes sur un terrain de compétition. L'Olympique de Marseille à l'époque, c'était Étienne. L'étoile filante est allée. Gaza est allé. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, on voudrait faire les choses en sorte que Semassi ne rejoignent pas la 2e division. Il faut le mériter. Je vais attendre. Je vais être un Saint-Thomas pour voir le dernier match face à Asco, parce que c'est Semassi qui reçoit Asco, de voir si Semassi, là, qui a tellement souffert durant toute la saison, pourra gagner face à un Asco peut-être remanié ou pas. Bon, on attend de voir. Je m'interroge. Justement, on va écouter Lambert Yao Amani après ce revers face à l'AS Bina. Dans les étoiles, on a fait la fête, donc je ne vais pas leur en tenir rigueur pour ça. Voilà, c'est un match de fin de saison, on a essayé de pousser pour revenir au sport, mais on a trouvé un adversaire bien regroupé, plus déterminé, parce qu'on a des joueurs qui peut-être pensent que déjà les vacances sont arrivées. Écoutez, le calendrier ici est infernal, et puis la planification difficile, on a commencé les entraînements depuis le 10 juillet 2023. Et aujourd'hui, fin juin, on est encore là en train de jouer, on jouera le 6, après on jouera la finale le 13. C'est-à-dire qu'après d'un an, 3 jours de championnat, de compétition,
Et la Coupe d'Afrique arrive très vite, au mois mi-août. Donc voilà, il va falloir au niveau de la planification faire des efforts. Je ne peux pas jouer autant et puis être performant sur le plan africain. J'étais obligé de tourner pratiquement toute l'équipe parce que je n'ai pas un effectif pléthorique. Voilà, mais bon, l'adversaire a mérité sa victoire et puis nous on est déjà champions. Donc je comprends qu'il y a un peu de relaxation. Voilà, oui, les enfants sont déjà champions, ils se sont donné du plaisir, on a revu l'effectif, on a rodé, oui, ça peut expliquer cette défaite-là, même si avant, il a dit il n'y a rien, aucun détail n'est à négliger, on ne va pas galvauder le championnat, on ne va pas fausser les résultats, mais finalement, Asco a été battu. Oui, vous comprenez ça, la programmation des matchs, oui, c'est Massy qui n'y arrive pas. Pour beaucoup, normalement, ceux qui sont concernés, menacés par la relégation, doivent jouer au même moment pour éviter trop de calculs, trop de négociations. Moi, je pense que c'est dans l'intérêt de toutes les équipes. Vous savez, en football, on ne triche pas. Si vous trichez aujourd'hui, ça vous rattrape demain. Et quand vous prenez Asco, c'est vrai, on a écouté l'entraîneur qui nous dit qu'il a assisté à un bloc très regroupé. Mais sauf que quand vous prenez ce qui s'est passé sur le terrain, c'est vrai, l'équipe d'Asco doit essayer de terminer en toute beauté parce que c'est la fête qui justifie les moyens. Et c'est le représentant togolais en campagne africaine. Il faut commencer par préparer la Ligue africaine des champions qui ne sera pas du tout du gâteau. Et quand on s'amuse un peu vers la fin, écoutez, ce n'est pas bien pour tous les acteurs. Et moi, je l'ai toujours dit, le championnat togolais de football de première division a toujours produit des champions par défaut. Ah bon? Quand Asco aussi, c'est un champion par défaut. Ça, c'est une réalité depuis fort longtemps. Le championnat togolais produit toujours des champions par défaut. Regardez l'organisation de ce championnat, ce n'est pas un championnat professionnel. Et l'amateurisme s'invite. Aujourd'hui, c'est vrai, sur les deux parties de tableau, en tête, c'est déjà joué. Mais en réalité, le championnat n'est pas encore terminé. Même ceux qui sont dans le ventre mou du classement doivent continuer à jouer normalement. Si nous étions dans un championnat professionnel, on n'allait pas assister à ce genre de réaction. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est le Togo et on doit essayer de corriger tout cela. Oui, donc cet après-midi, ou bien le match entre Kakadol et puis Espoir donne, on va dire, toute la latitude au club de Diouf-Falgou de mettre tout en œuvre. On pèse bien les mots, de mettre tout en œuvre pour gagner. Moi, je l'ai déjà dit, parce que Kakad connaît le résultat de Semassi, Kakad connaît le résultat de l'Esbina. Kakad sait qu'aujourd'hui, s'il ne gagne pas, là, il va rester donc aujourd'hui, Semassi et l'Esbina sont à 32 points. Sont à 32 points et Kakad à 30 points. Il faut donc, gagner pour passer à 30 points. Même un match nul ne suffit pas. Non, même un match nul ne passe pas. Et donc, voilà, face à Espoir qui est pratiquement assuré donc de se maintenir en division d'élite. Vous comprenez, c'est Kakadl qui va faire le jeu. Les cartes sont dans les mains de Kembe Amako et ses joueurs, et également du colonel Nyama Lata. Donc vous comprenez lui aussi il est concerné. C'est le président. C'est le président du club. C'est le président ça doit le concerner. Attends, mais ça doit le concerner. Est-ce que lui va accepter voir son équipe descendre en deuxième division? Non. Donc ce qui veut dire que Kakadl fera tout pour aller au-delà du terrain. Ben, je ne sais pas, je ne dis pas qu'au-delà de terrain, mais il y a des négociations qui se font. Kakadl fera tout pour aller chercher cette victoire, même si c'est 1-0, pour dépasser donc les autres. Voilà ce que moi je regrette par rapport justement à la programmation de ces matchs. Quand on parle de programmation, quand on regarde un peu le calendrier de la 29e journée, est-ce qu'il n'était pas aussi bien de peut-être ramener par exemple le match de l'ASCK Dito à ce lundi? Bien sûr. Parce que de vous à nous, honnêtement, là, on ne joue rien. On ne joue rien du tout. J'aurais encore aimé qu'on mette ce match-là ce lundi et que les trois autres que vous avez cités tout à l'heure, Bikinti, Esbina et puis Kakadl, jouent le samedi ou le dimanche à la même heure pour qu'on n'ait pas à faire des calculs d'apothicaire et voir qui a gagné, qui n'a pas gagné, quelle négociation faire. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Aussi, ça pose encore et toujours le problème d'infrastructure, parce que Kara, on sait très bien qu'aujourd'hui, le stade de Kara a été tellement sollicité, les clubs un peu au-delà de la région de la Kara viennent jouer là-bas, ceux qui sont en dessous viennent jouer là-bas. Tout ça, ça montre encore une fois qu'on n'est pas sorti de l'auberge par rapport à la structuration de notre championnat. Malheureusement. Et là, on va voir les auditeurs, ceux qui sont intéressés par le match France-Belgique, qui va pouvoir gagner. Et on va poser quelques questions par rapport à la Société Nouvelle des Boissons également, qui est sur cette compétition avec Sport FM.
Alors, s'ils sont là, mais on lance le top départ. On donne le top départ pour... voilà. Il y a quelqu'un déjà? Non, pour le moment, me dit Olivier. Mais on espère que, oui, d'ici là, oui. Il y a quelqu'un déjà. Allô? Allô, Franck, bonsoir. Salut, cher ami. Ouais, c'est M. Charles. Tout va bien? Ouais, Angelo, salut le plateau. Ouais, salut Oui. Grégoire. Oui, bonsoir. Ouais. Franck, excuse-moi, la fois dernière, j'ai prononcé un score, je ne sais pas. Je suis passé à côté. Non, vous ne faites pas partie des meilleurs. J'ai dit 1-0, c'est pas 1-0 si je me rappelle. Non. Oui, c'était sur quel match déjà? Suisse-Italie. Non, c'est 2-0. C'était 2-0. Et puis la question SNB également, vous êtes passé à côté. Ah, ok. Bon, maintenant, on vous donne encore une occasion. Oui, France-Belgique. C'est la France qui gagne, c'est tout. Ah oui, le score. 1-0, 1-0 pour la France. Ouais, pour la France, allez les Bleus. Oui, j'ai posé une question la dernière fois, je la répète. Où se situe le siège de la SNB? C'est à Goué. À Goué. Ah, ouais. Très bien. C'est noté. Ok, Franck. À bientôt. Allez, Franck, allez. Oui, bye bye. Allô? Oui, allô, Franck. Oui, bonjour. C'est M. Mongou Sylvain. Et Mongou Sylvain. Oui, on est content d'avoir pris un carton de Jama Pilsner. Oui. Ok. Bon, France-Belgique. 2-0 en faveur de France. 2-0 pour la France. C'est ça? Oui. Voilà. Alors, quelle est la date de lancement de la première bière de la SNB? Oui, la date de lancement, je vais vous donner 3 propositions. Ok. Oui, 6 mai, 6 juillet, 6 août 2020. 6 mai. Vous prenez 6 mai. Oui. Très bien, c'est bien noté pour vous. À bientôt. Bye bye. Allô? Allô? Bon, pour le moment, il n'y a personne. On a encore. Oui, allô? Allô? Oui, Épervier. Ça va? C'est Épervier? Oui, c'est Épervier et la santé. Oui, ça va bien, merci. Comme tu étais malade, c'est pour cela que je n'ai pas emmené ta viande. Ah, d'accord. Ok. Merci. Je vais te dire à Angelo Oui. de me souhaiter la chance de rentrer, de rester à la première division. Inch'Allah, Inch'Allah, mais ça va aller. il faudra le mériter. Il faut gagner. Il faut le mériter. C'est un qui fait amener beaucoup d'argent, n'est-ce pas? beaucoup de supporters sur le terrain. Très bien. D'accord. La France va gagner 2-0. 2-0 pour la France, dites-vous, c'est ça? Ouais. Ok. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Oui, bye bye. Allô? Ah oui, allô, bonsoir plateau. Oui, salut, votre nom? Agbedanou Dodi. Agbedanou Dodi, vous nous appelez d'où? Agoué Télésou. Agoué, ok. France-Belgique? 2-1 pour la Belgique. 2-1 pour la Belgique. Magnifique. Oui. Le lancement de la première bière de la SNB, c'était à quelle date? 6 mai, 6 juillet, 6 août 2020. C'est 6 mai. 6 mai. 2020. Ok, Oui. c'est bien noté. Allez, à bientôt, monsieur Agbedanou. Allô? Allô? Bonsoir, mes frères. Oui, salut, cher ami. Votre nom? Grégoire Johnson, Franck. Grégoire Johnson. Oui. Ouais, vous avez un homonyme ici. Grégoire Aquino. Oui, Grégoire Johnson. France. Je l'ai vu une fois. Oui, France-Belgique. Pardon? France-Belgique, score. 2-1 en faveur de la Belgique. 2-1 pour la Belgique. La Belgique. Où se situe le siège de la SNB? C'est à Agoué, non loin de l'état-major. Agoué. C'est très bien noté. À bientôt. Allô? Saoudien. Allô? Oui, bonsoir. Salut, cher ami. Votre nom? C'est Roussel. Ourma Falilou. Ouroma Falilou. Tout va bien? Oh, ça va bien, on rend grâce. Très bien. France-Belgique? 2-1 pour
Kylian Mbappé. 2-1 pour la France. Ouais. Très bien. Où se situe la SNB, le siège? Ouais, à quoi? À Goué. Ouais. Bien. C'est noté. De l'émission. Merci. À très bientôt. Excellente soirée. Allô? Alors, bonsoir, ça va faire. Oui, salut. Votre nom? C'est Kofi de Vapor. Kofi. De Vapor. De Vapor. Ok. France-Belgique. 1-0 en faveur de la Belgique. 1-0 pour la Belgique. Oui. Quelle est la bière sport de la SNB? Jama Panaché, Jama Pilsner. Oui. Jama Pilsner. C'est bien noté. À bientôt. Quelqu'un derrière lui. Allô? Oui, bonsoir, plateau. Oui, votre nom? Kossi Chamse Yaoui. Pardon? Kossi Chamse Yaoui. Kossi Chamse. Oui. Vous nous appelez d'où? Amadahome. Amadahome. Oui. France-Belgique. 1-0 en faveur de la Belgique. 1-0 pour Big Rom et ses coéquipiers. Oui. Question SNB, où se situe le siège? Le siège se situe à Agoué. Agoué. Oui. Très bien noté pour vous. À bientôt. Bonne émission. Merci. Oui. Allô? Oui, allô, bonsoir, cher. Salut, cher ami. Votre nom? Oui, c'est Bayamina Roméo. Bayamina. Oui, cher. Vous voulez gagner le carton de Jama Pilsner, c'est ça? Exactement. Alors, France-Belgique. Bon, je vois 1-1 en prolongation. Bon, ils iront au tir au but. Oui. Et la Belgique gagne. Combien? Bon. Victoire de la Belgique au tir au but. Oui, si vous trouvez ça déjà, mais vous êtes un crack. Donc, ok, c'est bien noté. Oui, question SNB. Le siège se situe où? À Déticopé. À Déticopé. Bien noté. Très bien. Allez, à bientôt. On verra bien d'ici la fin de la rencontre. Encore un ou ce sera tout pour aujourd'hui? Non, oui, non, oui, non, non, oui. Oui, le dernier pour la route. Allô? Allô? Oui, votre nom? Yao. Yao quoi? Yao Agbetoglo. Yao Agbetoglo. Oui. Ok. Vous connaissez Agbetoglo Maoussi? Ah oui. Vous le connaissez? C'est votre cousin? Oui. Ah oui, oui. Ah bon, très bien. France-Belgique. 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Et maintenant, SNB, situation au siège. À Déticopé. C'est un cadeau. Oui. Allez, à très bientôt, Yao Agbetoglo, ce sera tout. Merci Angelo Folikoué, merci Moudib Falana, Grégoire Attignon, merci. Merci Eloma Dovon pour la vidéo. Olivier Koudjo, ok, à très bientôt.